Les résultats des législatives ont enfin été communiqués aux citoyens zaman zaman, comme si nous étions dans une république, en démocratie, avec des citoyens, des élections sincères, un vrai parlement et tutti quanti. Et comme prévu, les résultats ont été revus à la hausse, dans la mesure de leurs possibilités, de 20,79 à 21,24, soit un rab de 1,55% que les experts S-Fraude ont pu racler du fond de la tambouille électorale. En fait, même si le chiffre de la participation est le plus bas jamais observé en Algérie depuis son indépendance, la fraude a pourtant été fortement présente. C'est-à-dire que même ce chiffre, le plus bas jamais observé dans ce pays, même ce chiffre est le résultat d'une fraude, d'un bourrage, d'une manipulation des chiffres. Des vidéos circulent sur le net qui la montrent, cette fraude en action. En fait, et pour bien s'imprégner de l'atmosphère actuelle qui plane sur tout le pouvoir en Algérie, jusqu'à ses périphéries les plus éloignées, il faut savoir, même si tout a été entrepris par les relais du régime pour atténuer les effets de ce tsunami qui vient de se produire, et que le taux de participation à ces élections aura en effet été le plus bas de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance, on ne le répétera jamais suffisamment, et qui a frappé de plein fouet le cœur battant du pouvoir et par conséquent tout le système. Un événement politique majeur, non pas une abstention, mais un boycott massif et éminemment politique, en droite ligne d'un Hirak qui attend de pouvoir revenir sur la scène au moment voulu. Un épisode annoncé d'une désobéissance civile encore latente aujourd'hui, sans cadre, sans leader, sans mot d'ordre, mais qui montre toute la disponibilité de tout un peuple à en découdre avec un système illégitime, putschiste, mafiocratique et qui compromet plus que jamais l'avenir des générations futures. Il faut rappeler néanmoins et sans état d'âme que ce pouvoir, jusqu'au parachutage de l'actuel Tebboune, avait toujours su rester réaliste. De la même manière qu'il n'a pas succombé à sa propre propagande, comme c'est le cas aujourd'hui. Un pouvoir certes mafiocratique, certes illégitime, qui n'a reposé que sur la subversion, la corruption et le crime d'État, il faut le dire, mais qui a toujours su se distinguer par une très fine alchimie, un équilibre volatile, oui, entre les clans qui le constituaient, mais pensé pour toujours renaître de ses propres contradictions, une intelligence du mal dans une logique de conservation du pouvoir, à tout prix, mais qui a toujours su rester dans les limites et les lignes rouges qui le confinent à un minimum de prudence. Prudence dans son sens politique, dans son sens florentin. Ne pas oublier dans la configuration subliminale mais très efficiente du pouvoir pré-Tebboune la présence tentaculaire d'un système sécuritaire qui veillait à l'organisation et à la pérennité d'un très vaste système de flicage et de pré-flicage, la fameuse fiche bleue pour l'occasion à n'importe quelle fonction politique ou d'encadrement supérieur nommée par décret. Ne pas oublier non plus cette règle non dite mais jamais violée, hormis quelques rares exceptions, comme le cas du général Belousseff, le pouvoir ne jetait jamais les siens
en pâture à la foule, ni pour s'en venger, ni pour les neutraliser. Il usait d'autres moyens, quitte à liquider physiquement les gêneurs, mais sans les humilier, sans les rabaisser, sans montrer un quelconque manque de cohésion au sein de l'oligarchie. Voilà pourquoi ce régime avait tenu, malgré toutes les tempêtes, y compris lorsque les électeurs algériens avaient voté fils en 1991. Quand ce pouvoir avait entrepris une combinaison d'actions et une véritable guerre contre les civils par terrorisme provoqué, par terrorisme manipulé, jusqu'à devenir l'état-major général des terroristes islamistes auxquels il allait adjoindre des terroristes maison qui habitaient des casernes dirigées par des officiers de l'armée. Il allait produire ce qu'il avait lui-même qualifié de terrorisme pédagogique pour éradiquer les islamistes et retourner contre eux les populations qui les avaient élus, en les faisant massacrer par ces islamistes maison, ou les vrais terroristes islamistes, trop stupides pour comprendre qu'ils étaient devenus des marionnettes entre les mains de véritables stratèges. Lorsque les frères Bouteflika sont arrivés, ils ont fait encore mieux, en plus subtil et en moins criminel. Ainsi, ils ont fait en sorte que le tiers du Sénat soit directement nommé par le président. Or, le tiers du Sénat est un tiers bloquant. Aucune loi ne peut passer s'il s'y oppose, ce tiers. Si les généraux soudards qui avaient provoqué la tragédie des années de sang avaient opté avant les élections de 91 pour les mêmes dispositions, ils auraient pu laisser passer un fils totalement neutralisé, sans qu'il soit besoin de faire massacrer 250 000 d'Algériens. Mais l'un dans l'autre, ce régime, avant ou pendant la Bouteflika, avait su manœuvrer. Nous ne le dirons jamais assez. Et c'est pour ça que je me permets une si longue introduction. Nous ne le dirons jamais assez, au point où Bouteflika était devenu inamovible, même totalement grabataire, au point où son frère Saïd avait régné en son nom pendant 1 mandat et demi sans que quiconque bouge une oreille dans ce pays. Mais la nature même de ce régime et les équilibres qui le fondent allaient être totalement bouleversés, en partie par les Bouteflika qui avaient su démanteler les services de sécurité et noyer dans la masse plus d'une douzaine de généraux par plus de 300 autres nouveaux généraux, tous acquis à la nouvelle logique. Avec le Hirak et la tentative avortée des Bouteflika de débarquer le chef d'état-major aujourd'hui disparu dans des conditions très louches, a commencé l'opération la plus brutale et la plus dévastatrice que le système a connue et qui allait le mettre à nu sans pour autant restituer le pouvoir au peuple. Une autophagie, du cannibalisme politique. Bien au contraire, le défunt chef d'état-major, pour laisser place nette au fantoche qu'il avait décidé d'installer à la tête de ce pays, allait faire place nette autour de lui, faire le vide en neutralisant d'une façon ou d'une autre tous les barons du régime, tous sans aucune exception, notamment en les envoyant en prison pour des affaires cousues de fil blanc. Il s'y trouve encore aujourd'hui, et parmi eux, 3 ex-premiers ministres, des dizaines de ministres, des centaines d'officiers supérieurs et d'officiers généraux, etc., etc. Ce chef d'état-major allait faire à son poulain la politesse de débarrasser le terrain une crise cardiaque, nous dit-on, sans autopsie. Tebboune n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et allait poursuivre la purge, à la différence de son mentor, que l'incarcération de la plupart des anciens proches et pontes du régime n'obéissait plus à une quelconque stratégie, mais à des vengeances personnelles. D'ex-barons qu'il avait humiliés par le passé ou qui lui avaient causé du tort. De la même manière que la hantise d'un retour du Hirak lui avait dicté d'envoyer des milliers de hirakistes en prison, souvent sous des motifs proprement hallucinants. Mais le pire,
qu'il allait perpétrer, M. Tebboune, contre le système même qui lui a permis d'atteindre le sommet, a été dans la façon totalement irrationnelle, en tous les cas jamais usitée avant lui, avant son arrivée au pouvoir, par ceux qui l'ont fait roi, il a institué le mensonge le plus grossier en mode de gouvernance et a cru possible de créer une illusion par des faux chiffres, des déclarations ubuesques, la répression de tous ceux au sein du pouvoir qui ne le suivaient pas dans son délire et sa propension de s'entourer d'une cour innombrable de flatteurs en tout genre et de médias mercenaires qui ont réussi à lui faire croire, lui aussi, qu'il était adulé par le petit peuple, qu'il était devenu encore plus populaire que Boumedienne et qu'il était assuré de rester à la tête du pays jusqu'à sa mort. Il n'a même pas évalué à sa juste mesure le boycott massif des 2 élections censées l'avoir porté au pouvoir, tout particulièrement celle de 2024, où il a fallu trafiquer les chiffres pour lui assurer un tant soit peu admissible, 46,10% de participation, et lui, Zama, élu à 84,30%. Cette fois-ci, pendant ces législatives qui viennent de se produire, les plus boudées par le peuple algérien depuis l'indépendance du pays. Et c'est pour ça, je me permets de le répéter encore une fois, que je fais une introduction aussi longue. Des chiffres qui ont sonné comme un signal de détresse au sein du pouvoir. Si les Algériens ont clairement montré qu'ils refusent désormais de cautionner ce naufrage annoncé de leur pays, au sein du système, parmi les plus importants, c'est réellement le Titanic au moment des violons. Il ne fait plus de doute désormais qu'au sein du sérail, au plus haut de l'État, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'alarme. Tous ceux qui comptent au sein de cette mafiocratie en folie savent désormais qu'il y va de leur propre sécurité et de celle de tout le pays, surtout parce que c'est le leur aussi et tout aussi celui de leurs enfants. Pour dire qu'il faut se préparer très sérieusement à des événements majeurs, nous ne savons pas ce qu'il en sera, mais nous ne doutons plus d'un changement radical en espérant que la sagesse l'emportera.